et tous et bienvenue à cette webconférence Cancer et travail des indépendants. Alors, Link, c'est un programme construit par des patients pour répondre à vos interrogations au fil de vos questions. Et aujourd'hui, on a eu particulièrement de nombreuses questions concernant le statut particulier des indépendants et je dirais même les statuts particuliers des indépendants parce qu'on verra, il y en a une multitude. Donc, on avait fait une webconférence Cancer et travail que vous pourrez retrouver bien sûr comme tous les replays sur les pages YouTube de Dis-moi Santé et de Patients en réseau et au cours desquels on avait parlé des salariés, des fonctionnaires, un peu des indépendants, mais le sujet des indépendants était tellement vaste qu'il nous a paru essentiel à Laure et moi de dédier ce soir une conférence à ce sujet. Parce qu'en effet, il existe une multitude de statuts, les SARL, les SAL, les SAS, les professions libérales. Enfin, on va le voir avec nos intervenantes ce soir. Et en plus, tous les indépendants ont un peu un état d'esprit particulier parce que quand on est indépendant, on n'a pas le choix. Il faut que ça fonctionne et donc on ne va pas tomber malade. Alors ce soir, on va être entouré de l'association CARE, qui est Cancer Aide Info Réseau Entrepreneur, qui va nous donner des informations sur comment gérer la maladie et le travail indépendant, mais aussi comment anticiper. Alors bonsoir à nos trois oratrices qui ont accepté d'être avec nous. Donc bonsoir Madame Aubanel. Donc Madame Aubanel, vous êtes présidente de la Fédération CARE, dont j'ai parlé de l'acronyme, et vous allez tout à l'heure intervenir. Bonsoir, Madame Morvan. Donc, vous êtes présidente de CARE 13, parce que la fédération a essaimé dans différentes régions cette association. Et donc, nous avons également, nous sommes entourés de Océane Roumieux et donc vous êtes CARE 84, le Vaucluse. Bonsoir à toutes et merci d'être parmi nous. Je vais laisser la parole rapidement à Laure qui, je pense, a pas mal de choses à partager avec nous depuis ses réseaux. Alors bonsoir à toutes et tous. Effectivement, nous sur nos réseaux sociaux, on a des personnes dans toutes les situations qui sont touchées par la maladie. On a aussi des proches qui s'informent, qui s'inquiètent aussi pour les patients qu'ils accompagnent. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait quasiment pas de réponse adaptée, de contenu d'information adapté pour tous ceux et celles qui sont donc, entre guillemets, sous ce statut d'indépendant. Alors moi, j'ai eu la chance en fait de rencontrer l'équipe de CARE 13, qui était la toute première, la pionnière, il y a des années quand je me formais en tant que patient expert. Et du coup, on se suit, notamment avec Daniel Aubanel et toutes les équipes, et j'ai pu rencontrer différentes personnes impliquées dans l'association. Et on s'est dit que c'était important ce soir de donner la parole uniquement à cette question des indépendants qui, on va voir, est très très large pour à la fois informer les personnes qui sont actuellement touchées par un cancer, mais aussi ce qu'on s'est dit, c'est que dans nos réseaux, il y a beaucoup de patients qui envisagent après leur traitement peut-être de nouvelles options de travail et notamment envisagent de devenir eux-mêmes indépendants ou auto-entrepreneurs. Et on s'est rendu compte en préparant cette webconférence que anticiper, s'informer sur ces statuts particuliers était essentiel. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Notre soirée, elle va se dérouler en deux grands temps. Un temps où on va pouvoir écouter en fait nos invités, donc Chantal, puis Daniel, puis Océane. Et puis après, bien entendu, un temps de questions où on va pouvoir échanger tous ensemble. Vous avez donc un onglet questions. On vous invite un petit peu au fur et à mesure de cette soirée à écrire vos questions. Et ensuite, avec Oriane, on pourra les reprendre et les poser à nos intervenantes. Donc, pour ce soir, donc, bienvenue à tous. Et je vais laisser donc la parole à Chantal qui va nous raconter ce que ça fait, ce qu'on fait avec CARE 13 en l'occurrence, mais avec les CARE en général et quel accompagnement pour les indépendants. Donc, c'est à vous et très bonne soirée.
Merci Laure, bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci, effectivement de nous donner la parole, ce soir pour vous expliquer ce que c'est que CARE. À la fois CARE dans les territoires puisque effectivement je représente les Bouches-du-Rhône, Océane le 84 et Dany Aubanet, la fédération qui a cette grande responsabilité d'essaimer partout dans le territoire puisqu'effectivement les problématiques des indépendants, c'est pas uniquement sur un territoire, hein, c'est valable dans tous les territoires français, voire même européens. Donc, il y a du travail à faire. Donc, je me présente, donc je suis Chantal Morvan, je suis présidente de l'association CARE 13 depuis une année. Donc Chantal Morvan, je suis chef d'entreprise initialement, hein. J'ai créé ma société il y a une vingtaine d'années. J'ai au cours de cette aventure de la création d'entreprise eu des problèmes de santé à un temps où CARE n'existait pas. Donc j'ai mis en stand-by un petit peu mon activité alors que j'aurais pas dû. Donc forcément, mon activité en a souffert. Le temps de me soigner, pendant une dizaine d'années, date à laquelle CARE n'existait pas, comme je disais tout à l'heure. Donc CARE, par contre, est né en 2014 de la volonté du monde du travail, hein, puisque initialement, CARE a été créé à l'initiative de personnes qui étaient des personnes particulièrement aguerries aux conditions de travail de l'indépendant puisque c'était historiquement des personnes qui eux-mêmes avaient des activités et qui se sont penchées depuis bien longtemps avant de pouvoir créer cette association sur la problématique de cette population qui travaille un peu dans l'ombre, on va dire, même si elle constitue aujourd'hui la première force économique du pays. Hein, des entreprises de petite taille, mais des entreprises très, très, très nombreuses. Et pour autant, personne ne s'était jusqu'à présent intéressé à ce qui se passait quand ils étaient malades. Donc, 2014, création de CARE 13 dans les Bouches-du-Rhône. Que j'ai le plaisir et l'honneur, parce que c'est un honneur de présider désormais. Et j'ai dans notre équipe qui travaille au quotidien une permanente, hein, une salariée qui s'appelle donc Christine Gavaudan, dont vous voyez les coordonnées là à l'écran, qui est notre chargée de mission, psychologue du travail, qui a donc la tâche d'accueillir quotidiennement nos indépendants en difficulté. Alors, avant de commencer, une grande question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un indépendant? On peut avoir des indépendants qui sont salariés d'eux-mêmes. Donc le fait d'avoir une fiche de salaire, comme on aurait pu de façon, raccourcie le dire avant, c'est, «J'ai une fiche de salaire» ou «J'en ai pas». C'est pas tout à fait ça aujourd'hui et surtout la définition d'indépendant varie suivant les administrations. Vous avez, des statistiques qui disent que, effectivement l'indépendant c'est le négatif des salariés, ce qui est pas tout à fait le cas. Vous avez les nomenclatures qui disent encore autre chose. Vous avez des organismes internationaux qui aussi ont leurs propres règles de comptage, l'administration fiscale également, les juristes. Vous voyez, c'est pas si simple que ça que de définir indépendant. Pour autant, on peut dire que l'indépendant est un indépendant, on va dire, est un dirigeant d'entreprise patrimonial. Autrement dit, son outil de travail lui appartient. Sous un format ou sous une autre, un indépendant, c'est ça. Donc, par raccourci, on va parler des professions libérales, on va parler des agriculteurs, on va parler des commerçants, on va parler des dirigeants d'entreprises. Et on peut élargir à plein de choses puisque l'outil patrimonial est assez varié. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était pour vous signaler qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, que de parler d'un indépendant par opposition, si tant est que le mot opposition soit adapté, aux salariés, même si on a tendance parfois à opposer. Donc, vous voyez ici, on s'aperçoit de la multitude de statuts, hein. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, des agriculteurs, on peut avoir des professions libérales, mais on peut avoir au sein même de la structure d'entreprise un certain nombre de statuts, des SAS, des EURL, des sociétés à commandite simple, des sociétés à commandite par action, et cetera, et cetera. Et pour autant, tout ça, ce sont des indépendants. Et en face d'eux, on a tout un écosystème qui vient gérer leur quotidien et dont ils ont besoin d'ailleurs régulièrement, même si souvent l'indépendant, quand il crée son activité, ça s'adresse à ceux qui, peut-être dans les personnes qui nous écoutent suite à leur mésaventure de santé, envisagent de créer leur société. On a tendance à oublier un petit peu tous ces organismes qui gèrent notre activité, nous en tant qu'indépendants, et pour autant ils sont primordiaux quand la problématique de la santé
difficultés arrivent, et si bien qu'il faut vraiment s'y intéresser. Donc vous voyez sur la droite de cette diapositive, on voit tous les intervenants qui peuvent agir d'un point de vue, on va dire, administratif ou institutionnel dans le dossier de l'indépendant, que sont la sécurité sociale, la CIPAV, donc pour la caisse de retraite, la CARSAT, et cetera, et cetera. On a aussi bien évidemment l'URSSAF, et cetera, et cetera. Toute la difficulté quand on crée un CARE, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs qu'expliquera tout à l'heure Dany Aubanel, quand on crée un CARE et un CARE pour qu'il soit efficace, doit avoir des ramifications et des liens, des ponts d'en place vis-à-vis de tous ces institutions, parce que c'est elles ensuite qui vont pouvoir nous aider à activer les leviers d'aide des indépendants en difficulté. Donc chaque territoire doit travailler en étroite collaboration avec tous ces organismes. Les indépendants, et plus particulièrement depuis le Covid, se multiplient, puisque beaucoup de gens, hein, c'est notoire désormais, suite à cette période de Covid, réfléchissent à créer leur activité en tant qu'indépendants. Donc la question de la santé de l'indépendant aujourd'hui est vraiment quelque chose dont on ne peut pas s'affranchir, contrairement à avant où éventuellement on en parlait moins. Aujourd'hui, on ne peut plus ne plus en parler. Et d'ailleurs, la loi a légiféré à ce sujet, puisque depuis août 2021, les services de santé au travail peuvent tout à fait recevoir un indépendant pour parler de sa santé. Autrefois, du temps où tout ça n'existait pas, la médecine du travail parlait à l'indépendant et aux dirigeants d'entreprise de la santé de ses salariés, mais ne lui parlait pas de sa propre santé. C'est désormais une évolution, hein, qui demande à être parfaite, mais une évolution des choses qui fait qu'aujourd'hui, un service de santé au travail peut tout à fait être pris en charge par la médecine du travail, hein, comme on le dit. Donc, on s'aperçoit que le nombre de travailleurs indépendants a quand même bien augmenté, hein, depuis 2003, puisqu'on est sur une augmentation de près de 25%, qui est 10 fois plus rapide que l'évolution de la population salariée. D'où donc une population aujourd'hui qui a une place prépondérante dans notre activité économique. On a donc plus de 380 000, alors des chiffres 2020, on a plus de 380 000 travailleurs indépendants. 53% sont des auto-entrepreneurs, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, parce que l'auto-entreprise protège quand même beaucoup moins que l'entreprise type SARL, EURL ou SAS. Et donc, ce statut de l'auto-entreprise qui permet effectivement de créer son entreprise de façon très, très rapide est à la fois un avantage pour créer son activité, mais peut très rapidement être un inconvénient quand il s'agit de traiter la problématique de l'indépendant malade. La répartition donc de ces indépendants entre les hommes et les femmes, hein, sur des TI classiques, l'auto-entreprise et ce que j'ai dit tout à l'heure, les différentes variations. Important là aussi, puisque on se connaît la propension des uns et des autres, hein, suivant son genre, à s'occuper de façon active de sa propre santé. Sachant que je sais que vous le savez, mais je vous le rappelle, qu'un homme en général s'occupe un peu moins de sa santé qu'une femme, d'où peut-être la longévité. Une information intéressante également en ce qui concerne la création d'entreprises et les structures des indépendants aujourd'hui, c'est que souvent, ce sont des sociétés unipersonnelles. Très, très important dans la prise en charge d'un indépendant, le fait qu'il soit seul, il est donc ou elle est donc homme clé ou femme clé, ce qui pose le vrai problème de la poursuite de l'activité. Ça veut dire que si l'indépendant ne travaille plus, son activité au point mort, et le jour où il pourra reprendre son activité, quand il aura géré ses problématiques de santé, on ne sait pas si l'activité sera toujours opérationnelle ou pas. Donc ça, c'est une information très importante sur les dossiers qui nous arrivent, hein. Autre chose qui a été évoquée tout à l'heure par Laure, dans cette notion de l'indépendant malade, c'est la perception de sa maladie par l'indépendant. L'indépendant, quand il crée son activité et tout au long de son activité, il n'a qu'une idée en tête, c'est la fameuse activité, son travail, ses clients, son chiffre d'affaires, la relation à la gestion.
Il oublie très souvent, même si là il y a une, on le voit, quand même une notion de son sa conscience du fait qu'il travaille seul, mais pour lui travailler seul, c'est pas un problème, c'est plutôt une source de sécurité parce que comme il travaille seul, il risque moins la concurrence et il gère tout de A jusqu'à Z. Là aussi, il gère tout de A jusqu'à Z, ça peut être un avantage, en termes de flexibilité, hein, ce que n'ont pas les grosses sociétés qui, elles, sont, souvent régies par différentes structures, internes, hein, service du personnel, service achat, etc., qui entraînent certaines lourdeurs. L'indépendant, lui, il est très souple, mais en même temps, il est dangereusement très souple, puisque s'il lui-même n'est plus en activité, de façon médicale, ben, tout simplement, son activité est en péril. La notion de santé, pour lui, c'est quelque chose qu'on ne va pas évoquer tant que justement elle ne va pas vaciller. Je ne serai jamais malade, je vais, toujours, pouvoir assurer, même si je suis malade, je viendrai quand même, travailler dans ma société. Ce qui nous amène à, vous voyez, à ce petit panel là de termes employés par nos indépendants. C'est pas mon cancer qui va m'empêcher de dormir, si je m'arrête, de quoi je vis? Je ne peux pas m'arrêter, donc je n'arrête pas. Donc on a d'ailleurs, chez CARE13 mené une enquête, de façon, assez approfondie à ce sujet depuis 2 ans, et on s'aperçoit que, bah, souvent l'indépendant il choisit d'ignorer sa maladie, et de continuer, de ne prévenir personne et de continuer. Très rare est celui qui dit: «Bon, bah, je vais aller me soigner, puis je reviendrai travailler après». Alors les principes de CARE, les principes fondamentaux de CARE13 depuis son origine, depuis 2014, c'est que nos services sont totalement gratuits pour l'indépendant. L'indépendant qui a un souci, ne paye pas d'adhésion et les services ne sont pas payants. Comment c'est rendu possible? Et bah, c'est parce que nous avons, de la même façon qu'on travaille avec des institutionnels pour, dépatouiller, les dossiers qui nous arrivent, nous avons aussi des institutionnels qui nous subventionnent. Nous avons également des dons. Nos fondateurs que sont, de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fondation notamment, GIMS, qui est une fondation liée à un service santé au travail, nous aide, nous accompagne sous égide de la Fondation de France, et on a un certain nombre de structures qui viennent financer nos services, qui nous permet de garder ce principe, ce grand principe de la gratuité vis-à-vis de l'indépendant, qui déjà arrive très fragilisé chez nous. Nous avons une difficulté, et je m'arrête ici sur ce point qui est très important. Nous avons une difficulté aujourd'hui, et depuis toujours, justement, c'est celle de trouver cet indépendant. En fait, nous avons un certain nombre de structures et un certain nombre de dispositifs, qui sont là prêts à les accompagner, qui se multiplient aujourd'hui. Autrefois, il y avait peu, aujourd'hui, il y a de plus en plus. Mais l'indépendant, pour autant, ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? C'est pour ça que, tous ceux qui êtes, là aujourd'hui à nous écouter, vous avez ce rôle, de porter cette bonne parole. Pourquoi il ne vient pas? Parce que, d'abord par rapport à ce que je viens d'expliquer, il a un mindset qui lui dit: «Je me débrouille tout seul et j'ai besoin de personne et de toute façon, il y a rien de prévu pour moi». Mais aussi parce qu'il a peur que ça se sache. Il a peur de son banquier, il a peur de son comptable, il a peur de ses clients, il a peur de ses fournisseurs. Parfois, il est aidant, parce que CARE13, et CARE en général est là aussi pour, accompagner les indépendants aidants, c'est-à-dire, qui n'est pas lui-même malade, mais qui a un ascendant, un descendant ou un conjoint en situation de maladie, et ça vient impacter également son activité, puisqu'on a ce souci à la fois de son état à lui, mais également de celui de son activité. Donc on a un vrai souci aujourd'hui pour trouver l'indépendant et le faire venir. Quand il arrive chez nous, la difficulté, majeure qu'on a, c'est qu'on constate qu'il a trop attendu, d'une part, ou voir qu'il n'avait rien de prévu d'autre part. Donc il y a on a besoin, de tout le monde pour aller, expliquer aux gens que ça ne sert à rien, que c'est pas parce que ça qu'on ne le regarde pas que ça n'existe pas. Il faut dire, aux indépendants que nous sommes tenus, nous, au secret, que tous les acteurs qui interviennent dans l'assistance à ces personnes sont tenus au secret. On ne va pas crier sur les toits les situations, délicates dans lesquelles ils se trouvent, et de la même façon que quand une entreprise est en péril, on n'attend pas d'arriver au tribunal de commerce pour, un dépôt de bilan. Il faut y aller bien avant, et il existe des choses, justement, guérir, et soigner,
la structure quand elle est en souffrance et pour accompagner effectivement les personnes qui ont une difficulté médicale. Nous n'avons pas d'intervention sur la partie médicale, hein, j'insiste là-dessus. Nous, on accompagne l'indépendant dans la gestion de son entreprise et dans la gestion de sa situation personnelle. Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il a pris une prévoyance? Est-ce qu'on peut activer des aides existantes? Mais on n'a pas du tout d'intervention sur la partie médicale à proprement parler. Pour autant, on a un gros partenariat avec les structures médicales qui reçoivent les indépendants. Pourquoi? Parce que c'est souvent par leur intermédiaire, hein, qu'on arrive à se faire connaître de ces personnes. Les infirmières d'annonce ou les services spécialisés en cancérologie, pour peu qu'ils soient eux aussi sensibilisés à cette situation et pour peu qu'ils pensent eux aussi à poser la question à la personne qu'ils ont en face d'eux, de savoir quelle est leur situation professionnelle. Est-ce que vous êtes salarié ou est-ce que vous êtes indépendant? Ça a l'air de rien, mais en réalité, le corps médical, quand il prend en charge une personne, sa priorité, c'est pas de savoir comment ils gagnent leur vie, c'est surtout de savoir comment ils vont soigner la pathologie qui se déclare. Donc un gros besoin, que ce discours soit transmis de partout. On a tous dans notre entourage forcément des personnes qui sont dans cette situation-là, et à qui il faut dire, de s'adresser donc à des réseaux tels que les nôtres. Donc, je reviens sur, les principes, donc la gratuité. On centralise les dossiers, bien sûr, avec des acteurs pertinents. On personnalise les analyses de dossiers. Vous avez vu précédemment que les situations sont presque aussi, uniques qu'un dossier arrive. Les statuts sociaux, l'organisation de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des choses de prévues? Est-ce que la personne a pris une prévoyance? Qui nous arrive à avoir finalement un dossier qui était presque unique à chaque fois, puisque, on doit faire un état des lieux qui nous les 3/4 du temps nous montre, une situation, quasi inédite pour chaque activité, qui dépend souvent d'une caisse différente et pour chaque individu suivant qu'il s'est protégé ou pas. Comment on fait? Eh ben, on fait appel à un certain nombre de personnes qui viennent nous aider, pour analyser les dossiers. Donc les personnes, en situation, de maladie, même si, de façon, initiale, c'était le cancer et que ça reste majoritairement une prise en charge des indépendants en situation de cancer. Aujourd'hui, on peut prendre en charge aussi des indépendants en situation tout simplement de maladie chronique invalidante et évolutives, type, sclérose en plaques, type, diabétique, insulinodépendant, type AVC, voire même des personnes qui auraient une difficulté, sur plusieurs mois ou années liée à un accident de la circulation, par exemple, et qui entre ou un AVC et qui entraînerait, des incapacités à faire. Donc, bien évidemment, notre point d'entrée, c'est le statut de la personne, c'est-à-dire le fait qu'il soit indépendant. Donc les personnes nous appellent ou nous contactent par le site internet. Bien, encore une fois, moi, je parle de ce qui est de Caire Bouches-du-Rhône, mais ce modèle est dupliqué sur l'ensemble des territoires. Hem, heu, Océane Roumieux pour le Caire 84 en parlera de façon aussi, détaillée tout à l'heure et Dany, également. Donc, la personne nous contacte, on organise un rendez-vous. Parfois, la personne se déplace si elle peut le faire, sinon on se déplace parce que parfois ils ne peuvent pas se déplacer. Dans les 5 jours. On, fait un état des lieux de la situation personnelle de l'indépendant, mais également de son entreprise, et ensuite on va activer toute notre équipe pluridisciplinaire qui va, venir, analyser, la situation de la personne qui se présente. Toute l'équipe est bénévole. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que nous avions une permanente. Toutes les équipes sont bénévoles. Nous avons donc, des assureurs, des avocats, ce qu'on appelle chez nous des bénévoles experts, hein, qui donnent de leur temps, qui sont eux-mêmes souvent indépendants, et qui donnent de leur temps pour venir analyser, la situation de la personne qui vient nous demander de l'aide. En ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, nous avons des bureaux donc, sur Marseille, dans lesquels nous organisons des rendez-vous réguliers, pour, bien sûr analyser les dossiers, mais pas que. Ça peut être également des ateliers, de lâcher prise, des ateliers autres. En ce qui concerne, ma présidence, moi et dans les semaines et mois à venir, nous avons également projet, j'ai également projet et je l'ai soumis à mon conseil d'administration puisque nous sommes organisés en association loi 1901, d'organiser des rencontres festives. Là, on va parler d'autre chose que de la difficulté qui se présente.
pour là aussi lâcher prise et un petit peu parler d'autres choses. Alors là, le tableau est un peu petit, je ne sais pas s'il y a une grosse visibilité, mais là, on voit un peu les demandes qui ont été faites en 2021 sur les personnes qui se sont présentées. Certaines nous demandent donc des aides financières, nous demandent comment je fais pour maintenir mon activité ou la faire reprendre. J'ai un litige avec une caisse de sécurité sociale ou d'URSSAF. J'ai des problématiques de comptabilité de gestion. J'ai des problématiques familiaux puisque je suis fatiguée, j'y arrive pas et j'ai besoin d'un soutien psychologique. Alors ces chiffres datent de 2021. Pour ce qui est de 2022, CARE 13 a accompagné 188 personnes. 77 personnes étaient des hommes, 53% étaient des femmes et l'âge moyen était de 51 ans. Vous voyez, donc relativement jeune. Ici, je vous ai remis donc les coordonnées de notre association. Nous avons un mail contact@care13.org. Nous avons un site web sur lequel vous pouvez également déposer des demandes. Et nous avons un numéro de téléphone, le 07 53 09 06 18, qui permet de contacter à tout moment. Si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un est égaré et ne ferait pas partie du 13, systématiquement, nous travaillons en réseau. Les demandes sont réorientées vers la fédération, qui va être présentée tout à l'heure par Dany Aubanel, sa présidente. Et ensuite, il y a toujours un moyen de prendre en charge. Ce qui est important aujourd'hui, et ce que je voulais en terminer, c'est de vous rappeler et de vous indiquer que vous êtes tous un réseau et vous êtes tous une chaîne dans l'information dont nous avons besoin aujourd'hui pour que les personnes quittent cet espace-là de non-visibilité et viennent le plus tôt possible contacter CARE dès l'instant que la difficulté se présente. Mais également, nous avons tous cette responsabilité que de dire aux dirigeants que plus tôt ils prévoiront cette situation de maladie, même quand ils ne sont pas malades, dès la création et tout au long de la gestion de leur entreprise, c'est important d'envisager cette situation-là. C'est pas obligatoire de l'envisager, donc du coup, on ne l'envisage pas, mais il faut l'envisager de la même façon qu'on s'assure pour un véhicule, quand on utilise un véhicule d'un point de vue professionnel, il faut s'assurer d'un point de vue personnel et même organiser son quotidien dans son entreprise pour qu'à tout moment, si quelque chose nous arrive à nous-mêmes ou à nos proches, on puisse faire face à cette difficulté sans mettre en péril notre activité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christine, c'était extrêmement intéressant. On a déjà plein de questions. Alors sachez que il y a eu toute une partie des réponses qui vont continuer à arriver dans la suite de ces interventions et on reprendra bien sûr celles qui restent à poser à la fin. Et donc maintenant, on va donner la parole à Danielle Aubanel qui donc elle maintenant préside la Fédération CARE et ça va répondre notamment à où est-ce qu'on peut trouver un CARE près de chez soi. et donc voilà, donc on vous laisse la parole, Danielle. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et moi, je suis particulièrement ravie de vous retrouver parce que vous êtes une vraie pionnière sur ce sujet. Et c'est l'occasion de vous entendre. Non, voilà, donc, non, je suis pas une pionnière. J'ai simplement eu accès aux travaux pratiques avant de parler de théorie, puisque vous avez compris que je suis passée par la case cancer quand moi-même j'exerçais en indépendant. Donc, voilà le problème. La fédération, vous avez compris, elle regroupe les différents CARE existants et elle a pour mission d'en créer encore un peu plus de façon à ce que à peu près tout le territoire puisse être couvert, puisque actuellement nous sommes que 8 et c'est un peu insuffisant pour couvrir tout le monde. Le but de la fédération a un but plus global que celui de chaque CARE indépendant départemental, c'est de lutter globalement contre ce que j'appelle, moi, la maladie sociale du cancer. Parce que quand on a la malchance d'avoir un cancer, mais la chance d'être en rémission, on reste marqué par cette maladie. La société nous interpelle d'une façon négative et j'appelle ça la maladie sociale du cancer. Le salarié en souffre et le travailleur indépendant en souffre plus que les autres, puisque dans ses actes professionnels, il va être confronté au fameux questionnaire médical et ça va l'empêcher de changer sa camionnette de livraison,
de modifier son système informatique, tout ça parce que le système assurantiel ne le couvre plus quand il a eu un cancer. Donc cette maladie sociale, elle touche particulièrement le travailleur indépendant, dont, Chantal vous l'a dit, l'outil de travail est patrimonial. Et son outil patrimonial, donc, il dépend de lui et il dépend de son état de santé ou de son état de maladie. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus à risque de tomber dans la précarité, à risque de ne pas continuer à pouvoir exercer son activité professionnelle. Et c'est pour ça que la fédération fait, en plus du travail de terrain que font tous les CARE départementaux, ce travail de sensibilisation avec les institutionnels, avec les autres associations de malades, pour que la vision que l'on a du travailleur indépendant change et qu'on permette à ces près de 4 millions de travailleurs de continuer à exercer leur activité professionnelle si leur état de santé le leur permet. Donc voilà à quoi nous servons, et notre meilleure reconnaissance a été quand l'Institut national du cancer a trouvé qu'en effet, les services des CARE étaient des services experts pour soutenir, accompagner, informer les travailleurs non salariés quand malheureusement ils sont atteints de cancer ou d'une maladie grave et invalidante. C'est pour ça que nous avons participé en décembre aux journées cancer et travail organisées par l'INCa, et où nous avons parlé particulièrement du sort des indépendants. Hop. Ah, vous savez que je ne suis pas la reine des... Donc, nous voulons nous répandre sur plus de départements que les 8 actuellement couverts, puisque nous n'avons qu'une représentation dans l'Ouest, une dans le Sud-Ouest, notre région Sud et la région parisienne. Et donc, notre mission, c'est de créer davantage de ce type d'associations, et puisque nous offrons cette aide donc, de proximité, gratuite, sur mesure, et qui, à ce jour, est à peu près la seule, je ne dis pas institution, puisque nous n'en sommes pas une, mais la seule association qui est capable de couvrir à peu près toute la problématique que connaît ce travailleur non salarié, tant la problématique psychologique que la problématique professionnelle, financière, qu'il rencontre quand malheureusement il est gravement malade. Donc c'est à ça que je m'emploie. Qui sont ceux qui créent des nouveaux CARE? Eh bien, ce sont quand même souvent des gens, des personnes, des travailleurs, des retraités qui ont connu cette case cancer et qui ont été motivés par le fait et sensibilisés au fait que leur action pourrait peut-être contribuer à améliorer cette situation. Et parmi les différentes associations départementales que nous avons ouvertes, je peux vous dire qu'il y a pratiquement toujours des travailleurs indépendants qui ont été bénéficiaires de nos services et qui s'investissent à nouveau pour propager ces valeurs et propager ces associations d'aide à leurs congénères, hein, si on peut appeler ça, les travailleurs non salariés, dont je rappelle l'hétérogénéité, le nombre très important d'institutions dont ils dépendent. Ils bénéficient, comme tout le monde, heureusement, des progrès médicaux concernant leur traitement. Ils ne bénéficient pas à ce jour des progrès sociaux que peut attendre par la solidarité nationale quelqu'un qui est gravement malade et qui est un travailleur qui a contribué à l'essor de son pays et de son territoire. Et ça, je trouve que c'est une injustice sociale flagrante contre laquelle on se doit. D'un côté, on a innové parce qu'on aide de façon efficace chaque fois qu'on le peut, mais d'un autre côté, nous voulons aussi agiter le bocal de l'écosystème en disant
il faut faire quelque chose pour eux, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils n'ont pas démérité et qu'ils méritent vraiment qu'on les aide, tant pendant qu'ils sont malades que après, quand ils veulent reprendre une activité professionnelle. Dany, elle ne fait jamais de progrès. Voilà, je vous ai mis ici la majorité des CARE qui existent. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais si vous nous contactez par le biais de la fédération, nous aussi nous avons un site internet et nous avons un contact, nous dispatchons sur les CARE les plus proches de chez vous, et s'il n'y en a pas, à ce jour, nous tentons d'aider au cas par cas les situations qui peuvent nous arriver, à tout le moins les conseiller au mieux pour ne pas les laisser comme ça tomber dans ce que j'appelle le trou de la raquette sociale du travailleur indépendant. Et si maintenant Oriane veut... Non, Océane de... Alors, peut-être qu'on va prendre quelques questions, si Océane le permet, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Oups, j'en ai fait tomber mon portable. Alors, je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions sur le maillage territorial et comment avoir accès au CARE. Donc là, toutes les adresses que vous avez données seront dans le replay. On a bien compris, on peut vous contacter et vous mettez en lien pour les régions les plus proches. Ensuite, on a eu des questions que je regroupe un peu sur des gens qui sont en rémission et qui sont indépendantes ou bien qui sont atteintes d'une maladie qu'on peut qualifier de chronique. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des protections en place quand on est en rémission ou indépendante, ou est-ce qu'on peut prescrire une prévoyance quand on a déjà un cancer chronique? Et je la poule avec une troisième qui était une personne, donc je suis désolée, j'ai plus son nom, j'avais Sarah et Karine pour les deux précédentes, qui disaient, ben moi, je suis en rémission, je voudrais acheter une voiture, est-ce que j'ai un problème d'assurance aujourd'hui étant une patiente en rémission? Voilà. Moi, je peux vous répondre déjà sur une première partie, c'est Madame Morvan. La problématique de l'assurance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en prévention, c'est que c'est l'assureur qui a la main. C'est lui qui couvre le risque. Donc, automatiquement, on n'échappe pas, comme disait tout à l'heure Dany, au questionnaire médical. Hein, et dès l'instant que vous avez des réponses positives aux questionnaires médicaux, ben, c'est un problème. Et là, nous, trop souvent, même si on y travaille auprès des institutionnels et des pouvoirs publics et on martèle, dès l'instant que vous avez un oui au questionnaire médical, on va dire la main ou l'absence de main, c'est l'assurance qui l'a. Il existe des compagnies d'assurance qui vont assurer les risques, mais qui vont du coup parfois exclure le risque ou carrément mettre en place des primes d'assurance absolument exorbitantes. Et là, dans l'état actuel des choses, nous, on n'a pas la main. C'est pour ça qu'il est très, très important d'anticiper au maximum, de ne pas s'appuyer sur cette non-obligation qu'on a à prendre une prévoyance. Encore une fois, même si aujourd'hui on assure une voiture parce que c'est obligatoire, peu de personnes quand même responsables, même s'il en existe quelques-uns, mais un dirigeant d'entreprise ne pensera jamais à ne pas assurer un camion, ne pas assurer son outil de travail. Tout de suite, ça lui vient à l'esprit d'aller l'assurer. Vous savez très bien que c'est quand on a, même au niveau des véhicules, si vous avez une multitude de sinistres aujourd'hui non responsables, vous pouvez être rayé d'une assurance parce que vous avez eu trop de sinistres, même non responsables. Et là, on est dans le jeu de l'assurance. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique. Et donc, du coup, il faut vraiment, après, je laisserai Dany compléter, il faut absolument prévoir au maximum. En ce qui concerne la question des maladies chroniques, on a des dispositifs à notre disposition qu'on active d'ailleurs systématiquement et que parfois certains indépendants rechignent à mettre en place, qui sont les dispositifs liés aux personnes handicapées. Hein. On peut tout à fait activer des aides liées à un handicap lié à la maladie, donc sur des problématiques chroniques. Alors, ce que je voulais dire, c'était que Chantal n'a parlé que de l'assurance,
les questions sont puis-je acheter? Puis-je acheter à crédit? Alors, le crédit, on peut aussi le souscrire sans assurance. On peut, dans le cas d'une voiture, on peut aussi demander une caution à un proche. Donc, quand vous consultez un des bénévoles de cœur et experts de CARE, il va vous aider à essayer de trouver une solution. Vous pouvez parfois passer par le leasing. Vous voyez, il y a, je ne dis pas qu'on aide à tricher, mais on peut parfois contourner la situation en trouvant des solutions un peu différentes. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que la Fédération CARE s'est associée, et Laure sait peut-être de quoi je vais parler, avec notamment des grosses associations de malades, et nous avons réussi à obtenir le fait que le droit à l'oubli passe de 10 ans à 5 ans. Et pour le travailleur indépendant, c'est très, très important. Parce que vous êtes malade à 35 ans, si vous avez un droit à l'oubli de 10 ans, c'est-à-dire que pendant 10 ans, vous êtes obligé de faire référence à votre cancer, ça vous mène trop loin. Vous ne pouvez plus acheter, ne serait-ce que votre logement ou un autre outil de travail. Que ça soit passé à 5 ans et c'est effectif, peut changer énormément de choses. Et les premiers bénéficiaires de cette nouvelle mesure sont les travailleurs non salariés en rémission. Donc ça, nous avons pu le faire parce que, outre les accords que nous avons avec les institutionnels qui nous sont indispensables, nous avons aussi ce réseau associatif de malades dans lequel nous sommes partie prenante et qui contribue à une force. Donc, pour la réponse simple à la personne, puis-je encore acheter une voiture? Mais oui, elle pourra acheter une voiture, mais il faut voir dans quelles conditions elle va pouvoir le faire. Ce sera peut-être différent, ce sera peut-être avec un cautionnement, sans assurance, tous les cas sont possibles. Et puis, selon le statut de son travail indépendant, vous avez vu qu'il y en a de multiples, il y en a qui passent par le biais de certaines sociétés qui, à ce moment-là, permet à ce que ce soit la société qui puisse acheter. Donc, on ne peut pas donner une réponse oui, non. On va dire ça peut être possible et il faut regarder absolument le cas particulier. Ok, voilà. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Mais je propose qu'on écoute maintenant Océane qui va justement nous donner aussi pas mal de réponses assez pratiques. Donc, ça devrait répondre à une partie des questions parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on reprendra avec Oriane vos différentes questions qui seraient éventuellement non répondues après donc, cette dernière intervention qui va être assez concrète aussi avec des exemples justement de ce que peut faire l'accompagnement des différents CARE. Donc, merci beaucoup. Et sachant qu'effectivement, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont, j'allais dire, liées à vos situations individuelles, propres. Et pour autant, comme c'est expliqué par nos intervenantes, chaque situation peut être assez unique. Donc, on va devoir rester globalement assez généraliste. Mais vous voyez qu'en tout cas, vous avez avec la Fédération CARE et les différentes antennes, la possibilité d'avoir des réponses très concrètes à vos questions. Donc, on va laisser la parole à Océane et puis après, on reprend les questions. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, pour me présenter, donc, je suis chargée de mission pour l'association CARE 84. Donc, on est l'antenne du réseau CARE sur le Vaucluse. On fonctionne exactement sur le même modèle que CARE 13, dont Chantal vous a présenté précédemment. Et donc, moi, je vais compléter l'intervention en vous présentant des exemples assez concrets. Alors, encore une fois, ce sont des exemples. Comme on l'a dit, chaque situation est très personnelle, mais j'ai choisi 2 exemples. Un exemple où on appelle ça un cas, on va dire, général, c'est-à-dire que c'est suite à l'annonce de la maladie avec une multitude de problématiques qui va se présenter. Et ensuite, on a un cas spécifique où là, la personne est venue nous voir avec une question très précise. Donc, bien évidemment, tout est anonyme. Donc,
J'espère qu'on voit bien. Donc, le premier exemple, donc c'était donc un chef d'entreprise, donc on appellera Monsieur X, qui était donc auto-entrepreneur, artisan peintre de 50 ans. Donc, quand il est venu nous voir, on était donc à l'étape premier de l'accompagnement. On l'a divisé en 3 parties. Donc, il est venu nous voir et nous a dit donc que on venait d'y apprendre qu'il avait un cancer il y a quelques semaines et que du coup, il ne pouvait plus travailler puisqu'il avait commencé sa chimiothérapie. Et donc, par conséquent, un chef d'entreprise qui ne peut plus aller travailler, ben, il a été auto-entrepreneur. Donc, comme on vous a expliqué, il y a différentes formes. Et là, pour le cas d'une micro-entreprise, ben, il est tout seul. Donc, s'il ne va pas travailler, ben, l'entreprise est totalement à l'arrêt. Et une entreprise qui est totalement à l'arrêt, ben, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui est généré. Et par conséquent, ben, il n'y a plus de revenus. Plus de produits pour l'entreprise, mais plus aussi de revenus professionnels pour l'indépendant, alors que les charges de l'entreprise, souvent les charges fixes, continuent à être dues. Et donc, c'est là qu'on se trouve dans une situation où l'endettement, autant professionnel que personnel, commence voilà, à se présenter. Et donc, dans le cas de Monsieur X, le premier point qu'on a vu avec lui, c'était la question de sa protection sociale et santé. Il faut savoir que ce monsieur donc était sous chimiothérapie, mais il n'était pas en arrêt maladie, puisqu'il fait partie des personnes, malheureusement, c'est vrai que le public des travailleurs indépendants, c'est souvent un public qui ne sont pas informés de leurs droits, qui ne vont pas chercher l'information tant que ça ne leur arrive pas, puisque comme on l'a dit précédemment, ils ne se donnent pas le droit d'être malades. Donc, à aucun moment, ils ont imaginé cette situation. Et donc, il continuait en fait à aller travailler alors qu'il était en chimiothérapie. Et puis là, voilà, on est arrivé à un stade où il se rendait bien compte que malheureusement, personne n'est en surhomme, qu'on a tous nos limites. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a informé qu'en tant que chef d'entreprise, depuis son rattachement du coup au régime général de la sécurité sociale, il avait droit à des indemnités maladie de la Sécu. Donc, c'est le premier point qu'on a vu avec lui, se mettre en arrêt maladie, envoyer l'arrêt maladie à la Sécu. Et donc là, il y a des indemnités maladie qui se sont mis en place. Mais la petite spécificité pour un chef d'entreprise, c'est que ce n'est pas comme un salarié, il n'y a pas de maintien de salaire lorsqu'on est en arrêt maladie. Souvent, les indemnités maladie, surtout pour un auto-entrepreneur, on est sur des montants assez bas. C'est-à-dire qu'il y a une formule en fait de calcul, c'est 1/7 de la moyenne des 3 dernières années d'activité de l'entreprise. Donc, admettons, l'auto-entrepreneur a déclaré 20 000 euros par an, ils vont faire 1/7 de 20 000, donc on est sur du 500 euros d'indemnité maladie. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas énorme, surtout en ce moment. Donc là, la question à se poser il faut stabiliser sa situation financière. Donc, on va s'interroger sur la question de la prévoyance santé, comme on a discuté tout à l'heure de l'importance que ça a. Alors, dans le cas de ce monsieur, il n'y avait pas de prévoyance santé. Et au sein de CARE 84, en 2022, on a mené une étude sur un panel de 50 chefs d'entreprise qu'on a accompagnés. Sur 50, il n'y en avait que 5 qui avaient souscrit à une prévoyance santé. Donc, vraiment, ça montre à quel point on ne fait pas assez de prévention sur l'importance d'avoir une prévoyance santé lorsqu'on est à son compte, puisqu'avec une prévoyance santé, il y aurait eu éventuellement, selon le contrat d'assurance, il y aurait eu un complément de ces indemnités maladie de la sécurité sociale. Donc, on aurait été dans des conditions financières déjà un peu plus confortables, sachant que sur un accompagnement, quand on élimine la problématique financière, généralement, l'accompagnement est déjà un peu plus simple à faire, surtout pour la personne. Ça lui permet aussi de patienter le temps de mettre en place des solutions beaucoup plus pérennes et pour anticiper sa reprise au travail. Et donc, dans le cas de ce monsieur, il n'y avait pas de prévoyance santé. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu se rapprocher de la CAF et on a pu déclencher une demande de RSA. Donc, les indemnités maladie ont été complétées par le RSA. Donc, ça aussi, c'était propre à la situation de monsieur. On ne peut pas affirmer que dès qu'on a des indemnités maladie, forcément, on va pouvoir le compléter avec une demande de RSA. C'est parce que lui, il respectait des conditions financières, mais aussi personnelles qui lui ont permis de cumuler ces deux droits. Une fois qu'on a stabilisé sa situation, on a pu passer à l'étape 2 de l'accompagnement, donc qui est la période maladie.
Donc, la période maladie, il faut bien avoir en tête que nous, au sein de CARE, c'est la période où on ne va pas attendre la rémission, on va pas attendre. Il faut tout de suite commencer à mettre en place des dispositifs, aller demander des aides, mettre en place des dispositifs de maintien en emploi, mais aussi de l'entreprise, puisque c'est là que généralement tout se joue. Donc, dans le cas de Monsieur X, il était donc en arrêt maladie, percevait ses indemnités maladie, et donc on a commencé à s'intéresser donc à la personne physique, donc l'accompagnement à titre personnel pour anticiper sa reprise. Donc là, on est venu explorer tous les dispositifs au sein de la CPAM, donc avec notamment les temps partiels thérapeutiques. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise a droit à un temps partiel thérapeutique. Petite spécificité parce que c'est seulement pendant 90 jours. Donc ça aussi, c'est pas comme un salarié où ça peut durer des années. Pour un chef d'entreprise, au bout de 90 jours, ça se termine. Donc là aussi, il faut pouvoir anticiper la suite. Ensuite, on a fait une demande aussi donc auprès de la maison départementale des personnes handicapées. On a fait une demande de RQTH, qui est une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif qui est essentiel pour le maintien en emploi, surtout suite à une maladie comme un cancer, même si on est en rémission, comme tout à l'heure Madame Aubanel a dit, il y a des séquelles. On reste marqué par cette maladie-là, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit des séquelles physiques, comme notamment de la fatigue chronique. Donc, c'est important d'avoir cette reconnaissance pour qu'on puisse retourner dans l'entreprise avec des dispositifs de maintien que je vous évoquerai donc à l'étape 3. Ensuite, ça permet aussi de faire une demande d'allocation pour adultes handicapés, où là, ça sera une aide financière qui va venir compenser l'impact que la maladie peut avoir sur l'activité, très important aussi. Et ensuite, on est venu débloquer des aides auprès de la CAF avec les aides au logement, des aides financières, donc des droits sociaux sur le plan personnel. On le fait aussi, on travaille beaucoup avec les CCAS et les EDS. Donc, les EDS, c'est les espaces départementaux de solidarité. C'est un peu comme un CCAS, à part qu'il y a une compétence départementale. Donc là, on est en relation avec le conseil départemental, donc on peut venir débloquer des aides financières, mais aussi alimentaires, puisque des fois, on est à ce stade-là, malheureusement, on peut tomber très facilement dans des situations de précarité lorsqu'on n'a plus de revenus et que forcément la maladie fait qu'on ne peut plus aller travailler. Et ensuite, une chose aussi importante, c'est l'accompagnement psychologique. Alors nous, sur le 84, on travaille beaucoup avec APESA 84, qui est une association qui propose en fait une prise en charge sur le plan psychologique uniquement pour les chefs d'entreprise. Ils proposent 5 séances totalement gratuites chez un psychologue au plus près du domicile de la personne. Donc c'est des réseaux aussi, ils fonctionnent un peu comme notre réseau CARE, c'est vraiment en réseau. Et toute cette partie personne physique, c'est nos bénévoles. Donc, nous, on appelle ça bénévoles de cœur à CARE 84. C'est qu'en plus de nos bénévoles experts, on a des bénévoles qui ont des compétences en administration et qui sont là aussi pour le soutien psychologique, pour l'écoute de la personne. Une fois qu'on a commencé à anticiper la reprise de la personne avec tous ces dispositifs d'ordre personnel, on voit pour l'entreprise. Donc là, on va s'occuper de la personne morale pour essayer de maintenir l'entreprise à flot durant la maladie, ce qui est très compliqué à faire. Donc, on fait intervenir nos bénévoles experts, donc qui ont tous des compétences, comme Chantal vous a expliqué tout à l'heure, en matière d'entreprise, avocats, assureurs, banquiers, experts comptables. On travaille beaucoup avec le CIP 84, qui est un centre d'information et de prévention rattaché aux tribunaux de commerce. Donc, il y en a plusieurs antennes aussi sur le territoire français. Pareil, comme CARE, ils ont des bénévoles experts. Donc, souvent, nous, on fait des consultations en binôme où là, on va venir tout simplement, on va faire une consultation de l'entreprise, on va poser le bilan, on va poser le compte de résultat et on va voir les charges de l'entreprise. On peut faire du coup du conseil de stratégie, c'est-à-dire quelles charges fixes éventuellement on peut diminuer ou voire supprimer pour essayer de décharger l'entreprise au maximum des charges durant la maladie. Et ensuite, on va aller solliciter aussi l'URSSAF, qui est vraiment, ça je tiens vraiment à le souligner, c'est un acteur essentiel pour le maintien de l'entreprise pendant la maladie, puisque l'URSSAF, ils ont une commission interne spéciale pour les travailleurs indépendants qui va leur permettre en fait de solliciter 2 types d'aides.
donc notamment l'ACED, qui est l'aide aux cotisations en difficulté. Il n'est pas rare de voir un chef d'entreprise avec des cotisations en retard, et d'autant plus quand après il y a l'arrêt de l'activité de l'entreprise. Les cotisations continuent, mais malheureusement, quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de revenus, compliqué de les honorer. Donc là, l'URSSAF, ils sont super sur cette action-là, puisqu'ils peuvent faire des effacements partiels, voire totales des cotisations, verser sinon des aides financières pour pouvoir les payer. Et ensuite, l'AFE, qui est une aide financière exceptionnelle, où là aussi, le chef d'entreprise peut, en faisant la demande, on remplit un formulaire et on peut obtenir une aide financière selon une charge qu'on a en retard, des dettes ou quelque chose aussi à venir. Donc voilà, donc ça c'est la partie personne morale. Et ensuite, l'étape 3 de l'accompagnement, c'est la reprise de l'activité professionnelle pour le chef d'entreprise. Donc dans le cas de Monsieur X, son état de santé s'était stabilisé, il pouvait reprendre le travail. Par contre, bien évidemment, il devait adapter son état de santé à son activité professionnelle. Ce n'était pas possible pour lui de retourner dans son entreprise dans les mêmes conditions qu'auparavant. Donc, grâce au travail qui avait été fait en amont sur la personne physique, il avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Par conséquent, il avait été mis en relation avec Cap Emploi, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le pôle emploi, mais pour les personnes justement qui ont cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Et là, Cap Emploi est venu l'accompagner sur de l'aménagement au poste, sur comment on aménage les conditions de travail à son état de santé, aux séquelles qu'il pouvait avoir de sa maladie. Ils ont pu lui débloquer des aides financières également auprès de l'AGFIP, qui est un organisme donc, de financement qui travaille toujours avec Cap Emploi. Et en plus de ça, Monsieur X avait obtenu une pension d'invalidité auprès de la CPAM, donc une pension d'invalidité catégorie 2, donc il pouvait travailler à hauteur de 50% dans l'entreprise, ce qui lui a permis de maintenir son entreprise, de retourner au travail. Ça a évité une désinsertion professionnelle, parce que ça on ne dit pas assez souvent, mais les chefs d'entreprise, c'est clairement les travailleurs qui sont le plus exposés à cette problématique de désinsertion professionnelle, surtout suite à la maladie. Et donc, il avait une pension d'invalidité tous les mois qui lui a permis de concilier son état de santé avec la maladie. Donc voilà. Et chose qui n'apparaît pas sur le diaporama, et c'est une grosse bêtise parce que j'ai pas mis le rôle des services de santé au travail, qui sont quand même essentiels, notamment depuis là ces derniers temps, puisque désormais il y a une obligation légale pour les services de santé au travail de proposer une offre de services adaptée pour les chefs d'entreprise, puisqu'on sait très bien que c'est un public particulier. Et donc, les chefs d'entreprise, il ne faut surtout pas hésiter dans des situations où il y a une annonce de maladie, où on sait que l'activité va être impactée par notre état de santé. Prendre rendez-vous auprès d'un médecin de la santé au travail, c'est essentiel. C'est un acteur qui peut justement vous renseigner aussi sur vos droits et vous aider dans vos démarches. Voilà. Donc ça, c'était le cas un peu général avec plusieurs problématiques. Et ensuite, un petit cas spécifique où là, donc, on prend l'exemple donc, de Madame Z, qui était donc dirigeante d'une SASU dans le secteur donc, du commerce. Donc, SASU, c'est sous forme de société, mais c'est unipersonnel, c'est-à-dire qu'elle était elle aussi seule dans son entreprise, seule associée. Donc, elle est arrivée à CARE 84 à une question très précise, c'est-à-dire qu'elle avait été reconnue en invalidité, donc elle avait obtenu une pension d'invalidité catégorie 3, ce qui représente 100% d'invalidité pour la sécurité sociale. Donc, elle percevait une pension, mais forcément, avec cette pension-là, avec cette reconnaissance 100%, elle avait interdiction de travailler puisqu'elle était considérée en incapacité totale. Et en fait, quand elle est venue nous voir, tout de suite, ça a été une très grosse inquiétude pour elle parce qu'elle s'est dit, ça fait 30 ans que j'ai ouvert ma boîte, elle fonctionne très bien, j'ai toute une famille, moi, derrière ça, c'était un projet, il y avait une valeur très sentimentale. Et elle a dit, c'est hors de question que je vende mon entreprise ou que je la ferme. Voilà, c'était vraiment, je veux garder un pied dans l'entreprise. Donc, on s'est demandé, du coup, comment concilier pension d'invalidité 100% qui lui interdit de travailler et comment aussi lui permettre de garder un pied dans son entreprise sans exercer d'activité professionnelle. Donc là, on a organisé une consultation avec l'expert comptable bénévole de CARE 84
Et il lui a proposé une solution, c'était de démissionner du coup de son poste de directrice générale, donc qui était compris dans ses statuts. Donc là aussi, encore une fois, ça dépendait des statuts de l'entreprise. Donc de démissionner de ce travail-là, de ce poste-là, mais de conserver son mandat social de présidente, où là, pour le coup, il n'y avait pas de revenus ni de rémunération liée à ce statut-là, ce qui fait qu'en fait, elle a pu embaucher une autre directrice générale pour la remplacer et pour assurer l'activité opérationnelle de l'entreprise. Et elle a gardé un pied dans l'entreprise avec un droit de regard sur ce qui se faisait, avec toujours continuer à la gérer, à prendre des décisions, à garder finalement une place dans l'entreprise et ce qui lui a permis de garder sa pension d'invalidité à 100%. Voilà, donc ça c'est un cas très précis, voilà, mais c'est pas rare de voir des personnes arriver avec des questions très précises comme ça, avec voilà, des propositions de solutions, et puis après en fonction des situations propres à chacun, ben, le chef d'entreprise prend la meilleure décision, voilà, ce qui lui convient. Voilà. On co-construit la solution. Merci beaucoup pour ces exemples concrets. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur un peu les situations des unes et des autres sur le fil. Moi, j'aurais envie de... Alors, je pense qu'on pourrait reprendre une série de questions autour des personnes qui sont déjà en situation donc d'être indépendants et qui ont des questions. Et puis, dans un deuxième temps, on a toute une série de questions de personnes qui, en fait, envisagent après une période de traitement, d'aller vers un projet d'auto-entreprise et qui voudraient avoir des conseils pour justement anticiper les choses, entre guillemets, assurer leurs arrières. Alors, peut-être première série de questions. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour des personnes qui sont touchées par la maladie aujourd'hui et qui n'auraient pas forcément... j'allais dire, mis en place les prévoyances les plus adaptées. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, changer les choses en cours de route? Comment ça se passe dans ces situations-là? Moi, je voulais juste rajouter une pettique chose, si vous me le permettez, Laure, sur ce qu'a dit Océane, qui a fait une présentation on ne peut plus complète. Je crois que là, elle a vraiment, avec les mots appropriés, expliqué vraiment le parcours mis en place par les CARE. On a parlé IGSS. Je voudrais souligner le fait que l'indépendant, ce qui motive souvent sa création d'entreprise, c'est justement le mot indépendant, la liberté, un certain nombre de non-obligations. Les IGSS sont proportionnels aux revenus qu'on déclare. Et quand on est indépendant, on a la possibilité de, il faut se le dire, c'est comme ça, de ne pas forcément tout déclarer. Donc, il faut tout au long tout au long de son activité, peser le pour et le contre, puisque effectivement, quand on déclare une somme, on va avoir à côté, bien évidemment, des cotisations, URSSAF, retraite, qui nous paraissent délirantes, il faut dire ce qui est, mais qu'on retrouve à la fin. Et si on n'a pas suffisamment déclaré, on se retrouve avec la proportion, je pense qu'Océane va pas me démentir, la proportion exactement la même sur les IGSS qui vont pouvoir être versés. Donc, c'est très important de mesurer ça. Après, on peut choisir malgré tout de le faire. L'important, c'est de le faire en connaissance de cause. Effectivement, le statut d'indépendant nous donne cette grande liberté. On peut décider de sous-déclarer, on peut décider de ne pas, mais il faut savoir aujourd'hui qu'on prend ce risque en cas de difficulté de se retrouver dans la situation évoquée par Océane. Si je peux me permettre, j'ai regardé un petit peu le chat et les questions, il y a une chose qui m'a interpellée. Aujourd'hui, même si on a des convictions ou des idées reçues bien ancrées, et je pense que Dany confirmera aussi, ne voyons pas les institutions, l'URSSAF, les caisses de retraite, les impôts, le tribunal, etc., comme des gens à côté, là, qui sont en mode gendarme à nous taper sur le dos. Avec le Covid,
Et c'est aussi peut-être, on va dire merci le Covid, n'exagérons rien, mais c'est quand même un des effets positifs. Il y a toujours des effets positifs à toute chose du Covid. Il y a un vrai partenariat. Je pense que Dany va rebondir dessus. Il y a un vrai partenariat qui s'est instauré avec les institutions. Les institutions, aujourd'hui, nous, on a eu le cas, et c'est vrai, sur les Bouches-du-Rhône, où l'URSSAF nous a appelés en nous disant: on a des enveloppes. Est-ce que vous avez des indépendants qui sont en difficulté? Est-ce que vous avez des indépendants qui n'arrivent pas à payer leurs charges et qui n'ont rien demandé? Dites-leur de nous demander. Et ça, c'est pas, j'ai vu l'expression un peu bisounours là, dans une des questions. C'est légitime, hein, on pense tous ça, hein, mais les impôts, on les regarde de travers. Mais non, aujourd'hui, vraiment, tous, et même jusqu'aux tribunaux de commerce, qui sont là souvent pour liquider les entreprises, ils sont demandeurs. Ils nous appellent: venez, venez, venez avant qu'il ne soit trop tard. Et ce sont des vrais partenaires aujourd'hui. N'est-ce pas, Dany? Alors, sur la question de la prévoyance qui a été posée, quand prévoyance donc privée, parce que la prévoyance institutionnelle, bien entendu, elle y a droit. La personne qui a été malade, elle y a droit depuis que le RSI a été absorbé par les CPAM, par le régime général. Mais pour une prévoyance privée, malheureusement, quand on a été malade, même si on est en rémission, au début de la rémission, on ne peut pas souscrire une nouvelle prévoyance, ou alors il y a des exclusions. Si on fait sa déclaration de façon très honnête, il y a toujours l'exclusion sur la rechute par rapport à la maladie initiale. Et souvent, ça devient cher. Donc, le premier des conseils que l'on peut dire à tous ceux qui désirent s'installer en indépendant, quel que soit le statut, et particulièrement en auto-entrepreneur, prévoyance. Non seulement on doit faire de la prévention sur son corps pour éviter d'avoir des méchantes choses qui vous arrivent, mais professionnellement, on doit s'inquiéter de quelle serait ma prévoyance si j'étais touchée par une maladie grave. Et plus on la souscrit tôt, moins elle est chère et plus elle va vous couvrir. Alors moi, je suis souvent un peu en bagarre avec les experts comptables qui n'ont tendance à ne conseiller, pas tous, hein, mais qui parfois ne conseillent à leurs clients que ce qui est totalement obligatoire. Et là, on se rend compte que ce qui est obligatoire, bien entendu, on doit le faire, mais ce qui est facultatif, c'est très important. Adhérer à un service de santé au travail à titre personnel. Souscrire une assurance prévoyance d'indemnité journalière à titre personnel et privé. Ça fait partie des obligations que doit avoir un professionnel responsable. Parce que nous sommes toutes là à avoir été, certaines d'entre nous, à avoir été touchées jeunes, et on peut se rendre compte que ce n'est cher qu'avant d'en avoir besoin, et c'est très important de le souscrire. Donc, parce que justement, quand on a été malade, et pendant tout ce temps de non-droit à l'oubli, on ne peut rien souscrire de façon légale, sauf à avoir de très grosses exclusions et avoir des primes aussi qui sont souvent hors de portée. Et ça fait partie d'un de mes chevaux de bataille, de pouvoir convaincre des sociétés plutôt mutualistes, de pouvoir proposer encore des solutions de couverture et de prévoyance à des gens qui ont été malades, parce qu'à ce jour, elles sont plus assureurs que mutualistes. Voilà. Parce que ça, c'est vrai que du coup, dans cette question-là, elle est vraiment fondamentale pour toutes les personnes en rémission qui souhaiteraient justement passer à une nouvelle étape de travail différente qui leur conviendrait mieux, mais elles ont donc des difficultés bien réelles à trouver une écoute positive sur leur projet, sur ce plan de prévoyance. Et du coup, on peut, ça peut être une mobilisation globale. En tout cas, ça serait intéressant de voir si on peut appuyer vos démarches spécialisées
Parce que dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le faire, il faut payer plus cher ou clairement on ne trouve pas? Est-ce que ça freine complètement un projet de construction? Ça dépend vraiment des dossiers, hein. Et là, encore une fois, c'est laissé à l'appréciation, comme dit Dany, de l'assureur. Donc, et nous avons, dans nos bénévoles experts, nous avons des assureurs et qui sont de très bons conseils, puisque donc ils interviennent tout à fait bénévolement, sans intérêt de leur propre cabinet, et qui sont à même d'analyser et de conseiller. Ce que je voulais préciser avec le mot conseil, c'est que chaque fois que nous avons un cas, les CAIR n'ont pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que nous conseillons la personne qui vient nous voir, elle est totalement libre de suivre nos conseils ou de ne pas les suivre. C'est très important à préciser quand même, hein. Le plus souvent, elles les suivent parce que les conseils, on a démontré qu'ils étaient bons, mais nous ne sommes que des conseillers, nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais bon, je sais que le plus souvent, c'est tellement fait en conscience que les conseils sont suivis et à bon escient. Moi, je voudrais rajouter une chose, Laure, par rapport à ce qui a été dit, c'est que de la même façon, si on considère la maladie dans sa globalité, hein, indépendant, on va dire vis-à-vis d'un individu, quel que soit son statut professionnel, il ne faut jamais oublier la prévention. Le rythme quotidien, on en a parlé tout à l'heure, de l'indépendant est quand même nettement plus soutenu. Il n'y a pas d'horaire, hein, c'est tout le temps. Ce sont des sportifs de haut niveau. Attention, je ne remets pas en cause non plus le travail des salariés. Attention, jamais je n'opposerai les choses. Mais quand vous êtes salarié d'une entreprise, si vous pouvez très bien faire des heures et des heures et des heures. Ça, c'est votre choix. Mais si vous êtes salarié d'entreprise et que vous avez un problème, l'entreprise vous remplace, répartit la charge de travail sur d'autres services et vous remplace. L'indépendant, lui, n'est pas remplacé. Donc, ce qui est important, et c'est vraiment un gros travail de sensibilisation, c'est qu'il faut qu'ils prennent en compte cette charge de travail, ces rythmes, et que le plus tôt possible, pour éviter d'avoir la difficulté, ils mettent en place une organisation dans son entreprise où lui aussi a des temps de pause, où lui aussi va avoir un rythme, notamment nutritionnel, etc., adapté, parce que c'est un sportif de haut niveau. On fait 70 heures par semaine. Donc, et en même temps, on se soigne de la même façon que quand quelqu'un arrive chez le médecin parce qu'il a un problème de santé, s'il a eu une vie absolument déraisonnable en amont, il a plus de chances d'être malade que s'il a mis en place des mesures de prévention. L'entreprise, c'est pareil. Ça fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'il y a moins de choses de prévues. En ce qui concerne, j'ai vu une question là sur justement les problématiques, et pour autant, paradoxalement, il y a eu des études de menées qui sont paradoxales, que d'aucuns ont du mal à accepter, mais pour autant, parfois, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé puisque moi j'ai été dans cette situation-là, c'est ma boîte qui m'a aidé à tenir. C'est-à-dire que parce que j'ai remplacé certaines angoisses, qu'une certaine inactivité aurait pu laisser la place, parce que j'avais ma boîte, ça me tenait. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Donc, paradoxalement, dans certaines circonstances, on va dire que c'est l'occasion parfois, parce qu'on a cette chose-là qu'on veut continuer, hein, on a tous cette notion de bébé quand on parle de son entreprise. Paradoxalement, on fait pas, il n'y a pas plus de décès entre guillemets de quelqu'un qui est un travailleur indépendant que quelqu'un qui ne l'est pas en rapport avec la maladie, on va dire. Par contre, ça, c'est un outil, parfois, dans certains cas, non, parce qu'il y en a vraiment qui ne peuvent plus rien faire, comme disait Océane tout à l'heure. Il y en a quelquefois, ils n'ont plus de cerveau. Quand vous êtes dans votre lit et que vous êtes sous chimio, vous n'avez plus de cerveau. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire de courrier, vous ne pouvez plus rien faire. Là, c'est un souci. Mais globalement, on va dire statistiquement parlant, et les statistiques sont faites pour avoir des exceptions, le fait d'avoir son activité est un moteur pour tenir.
Alors, merci beaucoup. Toujours dans ce pool de gens qui veulent peut-être se réorienter après la maladie, vous avez bien insisté sur l'importance de la prévoyance. On avait des questions sur, je réfléchis à me réorienter, est-ce qu'il y a un statut qui est plus, je suis en rémission, qui serait plus protecteur ou plus adapté pour quelqu'un qui a connu la maladie, SAS, SARL, je ne sais pas, un auto-entrepreneur. Là, c'est peut-être Océane qui pourra répondre. Moi, je peux juste Alors, vous dire que là aussi, le micro est fermé. Là aussi, il y a autant de situations que de, et Dani va pouvoir intervenir, il y a autant de situations que de cas. Et c'est aussi beaucoup lié à la situation personnelle, propriétaire, pas propriétaire, des enfants, pas des enfants. Enfin, c'est vraiment à chaque fois, enfin, en ce qui concerne nous, nos expériences dans les Bouches-du-Rhône, à chaque fois, c'est vraiment une analyse rapprochée de la situation qui répond à cette question. Je préférerais que ce soit Oriane qui réponde. Pardon, Océane, oh là là, Océane, Oriane, Océane qui réponde parce qu'elle voit quelles sont les situations un petit peu plus protectrices que d'autres. Grosso modo, ce sont quand même celles où la création d'entreprise permet à la personne malade d'être salariée de sa propre entreprise. Je fais un raccourci, mais Océane va confirmer. Oui. Oui, alors c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur, comme tout à l'heure on l'a dit, notamment Chantal le disait, il y a, c'est vrai qu'au niveau des démarches, on est assez libre, c'est simplifié, donc ça c'est un avantage. Mais c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on cotise pas de la même façon que quand on est par exemple gérant salarié. Quand on est gérant salarié, on a un bulletin de salaire et c'est vrai que les cotisations, que ce soit pour la maladie, la retraite, on n'en parle pas aussi assez souvent, on cotise beaucoup mieux. Donc, quand on va être en arrêt maladie, les indemnités maladie, elles vont être un peu plus élevées. Après, comme le disait Chantal, ça dépend vraiment de chacun. Puis, souvent, les formes de société, d'entreprise, elles vont aussi dépendre de votre secteur d'activité. Des fois, il y a des experts comptables qui vont vous recommander de monter une société par action simplifiée parce que vous êtes plusieurs, ou quand vous êtes seul, vous avez un panel qui est un peu plus, du coup, réduit. Mais après, ça va dépendre, voilà, du secteur d'activité, la réglementation, de votre vie personnelle. Mais après, je sais que, par exemple, par expérience, nous, les accompagnements où ça a été le plus compliqué, alors, je ne veux pas en faire un cas général et je ne veux surtout pas faire peur aux professionnels libéraux, mais vraiment, les professionnels libéraux, je pense que la prévoyance santé, c'est comme un auto-entrepreneur, c'est indispensable pour vous, puisque vous avez une petite particularité, c'est que vous êtes généralement rattaché, pas uniquement au régime général, comme par exemple un auto-entrepreneur peut l'être ou un gérant salarié, vous avez une caisse spécifique. Donc, pour ceux qui le sont, ils vont très vite comprendre les CIPAV, la Carpinco, etc. Et en fait, le problème, c'est que quand on est en arrêt maladie, la sécurité sociale vous versera des indemnités maladie que pendant 90 jours. Et au bout des 90 jours, c'est cette caisse spécifique qui prend le relais. Le problème, c'est que, par exemple, la CIPAV, qui est une caisse spécifique pour les professionnels libéraux, ne prévoit pas d'indemnité au bout des 90 jours. Donc, ça veut dire qu'un professionnel libéral qui est rattaché à la CIPAV, lui, va se retrouver avec des indemnités maladie assez minimes, pour être honnête, et en plus de ça, au bout de 90 jours, c'est terminé. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on est face à une maladie type cancer, AVC, dans 3 mois, on n'est pas remis. C'est très rare qu'on soit remis. La période maladie est souvent plus longue. Donc là, vraiment, les professionnels libéraux, les auto-entrepreneurs, la prévoyance santé, je pense que c'est vraiment essentiel si vous vous lancez sous ce statut-là. Après, je pense pas qu'il y ait de mauvais statuts et de bons statuts. C'est juste qu'il faut bien connaître dans quoi on s'engage, quelles sont nos obligations, quels sont nos droits. Et si jamais on n'a pas beaucoup de droits dans le régime général, venir le combler avec du coup de l'assurance privée. Voilà. J'ai une question en fait pour suivre peut-être dans ce champ-là, avec finalement la situation des personnes qui vivent avec une maladie métastatique et stabilisée, qui peuvent envisager ou qui souhaitent reprendre leur activité. Est-ce que finalement elles vont pouvoir trouver les solutions adaptées pour reprendre leur activité en sécurité et éventuellement pour certaines d'entre elles qui sont avec des pensions d'invalidité qu'elles pourraient combiner avec une activité professionnelle, comment trouver le bon rapport pour
finalement pouvoir augmenter un petit peu son revenu, donc maintenir une activité tout en recevant cette pension d'invalidité. Je vais répondre. Alors, pour essayer voilà, de concilier maladie et activité professionnelle, je pense qu'il y a 2 dispositifs qui sont essentiels et sur lesquels il faut s'informer. Ça reste la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, puisque grâce à cette reconnaissance, on peut notamment avoir l'allocation pour adultes handicapés. Donc là, ça vient compléter les revenus professionnels. Mais après, si on est face à une maladie chronique, généralement, nous, on recommande de faire une demande de pension d'invalidité auprès de la sécurité sociale. On est généralement sur des montants un peu plus élevés que l'allocation pour adultes handicapés. Et surtout, elles sont souvent attribuées plus longtemps. Donc, ça évite de refaire des démarches administratives chaque année. Voilà, c'est quand même, moi, je pense que c'est le dispositif le plus abouti aujourd'hui, mais après, encore une fois, ça dépend de votre pathologie, ça dépend des séquelles que la maladie elle a au quotidien et notamment sur l'activité professionnelle. Mais s'il y avait 2 dispositifs à retenir, je pense que c'est bien cela. Moi, j'ajouterais qu'il faut, tout au long de la vie de l'entreprise, et je dirais même presque une fois par an, faire le point de l'évolution de sa situation. Ça, c'est indispensable, on l'oublie trop souvent, mais il faut régulièrement remettre le dossier sur la table, un peu comme quand on fait la déclaration de revenus. Voilà, est-ce que je suis bien assurée? Est-ce qu'en fonction de l'évolution de ma situation, de l'évolution de mon activité, est-ce que j'ai bien tout envisagé et remettre, ça très régulièrement sur le bureau pour, peut-être adapter, décider de réorienter ses choix, voire même, hein, pour certaines effectivement activités, je voyais que dans le chat des personnes le disaient, décider, bah, tout simplement de se mettre salarié ou de céder son activité ou de s'associer ou de faire plein de choses. Souvent l'indépendant, il part dans un canal et tel qu'il s'est mis dans ce canal, 20 ans plus tard, vous le retrouvez, il est exactement dans le même canal parce que pris par son activité et tout ce qui finalement d'ailleurs, lui est renvoyé quelque part, hein. Quand on parle à un indépendant, on lui parle, «Est-ce que vous avez du personnel? Est-ce que vous avez du chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez eu du bénéfice?» Jamais on ne lui parle de la difficulté. C'est pas sexy la difficulté. Donc du coup, il se laisse entraîner là-dedans, c'est pas toujours drôle de regarder ça et en fait, c'est vraiment le le conseil à donner pour quelqu'un qui s'engagerait, dans cette voie-là, qui a, des avantages, hein, très clairement, la liberté, enfin il y a plein de choses, hein, qui font que, on est bien aussi en tant qu'indépendant, mais en ayant cette, lorgnette en permanence, axée aussi sur, la prévention de la difficulté. Très intéressant. Alors du coup, justement, il y a une question un peu de saison autour des impôts, on va dire, avec, cette question de Pascal qui dit, voilà, avec les problèmes de santé que j'ai, rencontrés, cela a généré des retards, dans mes déclarations, fiscales. Mon comptable dit que je risque un contrôle fiscal. Donc, quels seraient les conseils? Parce que là, franchement, c'est vrai que ça ferait beaucoup. Est-ce qu'on peut, par exemple, devancer en allant rencontrer ces services fiscaux? Est-ce qu'ils sont compréhensifs face à ces situations? Oui. Oui, alors je vais reprendre ce que tout à l'heure Chantal a dit, c'est qu'il faut pas voir l'URSSAF, les impôts comme les méchants. Il faut, dès que vous rencontrez des difficultés financières, en fait, il faut faire preuve de bonne foi. Nous, on dit toujours ça, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés, peu importe les raisons. Le principal, c'est d'aller expliquer la situation pour justement dire que c'était pas volontaire, c'était pas parce qu'on n'avait pas envie de le faire, c'est parce qu'on était malade et que la maladie a eu des séquelles justement sur la vie quotidienne et notamment sur les obligations professionnelles. Et on est face quand même à des êtres humains, même si on a une vision voilà, très négative et ça se comprend. Mais je pense qu'il faut prendre l'initiative d'aller les informer. Voilà, dire que c'est vraiment, c'est pas une erreur, c'est juste qu'en fait, ça a été l'impact de la maladie. Je donnerai comme exemple, bah, le mien, hein. Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu peur, je me suis cachée et au final, notamment par rapport à l'entreprise, le tribunal de commerce, hein, dont dépendent beaucoup d'entreprises, il est une expression que tout le monde ignore. Quand on a une difficulté d'entreprise, on va se placer sous la protection
du tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce, il est là pour dire le dirigeant a une difficulté de bonne foi. Et quand je suis arrivée, moi, au tribunal de commerce, alors je vous rassure, je vais bien et ma boîte aussi aujourd'hui, je leur ai expliqué ma situation et ils m'ont protégée. Ils ont mis en place toutes les mesures vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, principalement institutionnels, puisque c'était les difficultés que j'avais, pour me protéger, et ils m'ont protégée et ils m'ont permis de redémarrer. Les institutions sont des outils. Le fait d'aller au tribunal de commerce, comme on dit, les gens tout de suite lèvent les bras au ciel en disant déposer le bilan. Un dépôt de bilan n'est pas une liquidation. Un dépôt de bilan, c'est je pose mes problèmes sur la table, regardez qu'est-ce qui m'arrive, est-ce qu'on peut m'aider? Le fait d'aller demander de l'aide, c'est pas très sexy en France. Ailleurs dans le monde et notamment aux États-Unis, quelqu'un qui ne fait pas l'apprentissage de l'échec, de la difficulté, voire même de la maladie, est considéré comme quelqu'un n'ayant pas un panel complet des outils de gestion d'une entreprise. Le fait d'avoir des difficultés, c'est une expérience qui rajoute alors évidemment, on choisit pas, mais il faut le prendre comme une expérience. Aujourd'hui, on parle du cancer, c'est un Français sur 2, donc qui ne connaîtra pas de près ou de loin, la chose? Ça fait partie, d'une possibilité dans une vie, et il faut, le regarder comme étant, effectivement, une tranche de vie qu'on espère, salutaire par la suite, mais il faut le regarder comme ça, et je pense que, avec cet esprit-là, on arrive armé sur une situation. Et encore, comme dit Océane, les institutions aujourd'hui, croyez-le bien, sont demandeuses. Vous rencontrez au niveau des services des impôts des gens qui sont juste exceptionnels, qui ont besoin de comprendre de quoi on parle. L'indépendant, ils savent pas forcément ce que c'est. Le médecin du travail, par exemple, le médecin du travail, toute sa vie de médecin du travail aujourd'hui, n'a rencontré souvent que des travailleurs salariés. Il voit une organisation avec tout le panel d'obligations de l'entreprise que de prévoir un maximum de choses pour ses salariés. Aujourd'hui, nous, au niveau de CARE 13, on a mis en place un service à destination des médecins du travail. Parce que le médecin du travail, parfois, n'a pas idée de justement qu'est-ce que ça entraîne au quotidien, que d'être malade pour un dirigeant. On lui demandait pas d'ailleurs avant de s'en inquiéter. Donc il faut aller. Je reviens sur les impôts. Alors, en tant que bénévole de CARE 13, par 3 fois, je suis allée plaider la cause de quelqu'un qui n'avait pas pu faire ses déclarations d'impôts, ce qui avait de très grosses conséquences à l'époque aussi sur ses cotisations de RSI, et qui avait d'autres qui avaient des retards dans la TVA, des déclarations de TVA, que vous savez, un travailleur indépendant doit faire, selon le cas, tous les mois. Et en ayant la possibilité d'aller les contacter, on a pu faire enlever les pénalités, obtenir des étalements, et dans les 3 cas, nous avons eu gain de cause de façon à ce que ça n'ait pas de conséquences néfastes pour celui qui était dans cette difficulté. Donc, là, c'est pareil, il ne faut pas se cacher, il faut affronter le problème, immédiatement aller demander un rendez-vous et expliquer son cas. Et comme l'a dit Chantal, contrairement à ce qu'on pense, moi je trouve que nous avons de meilleurs interlocuteurs dans tout ce qui est institutionnel en France que dans ce qui est privé. Vous aurez souvent une meilleure écoute chez votre inspecteur, chez votre percepteur ou chez votre inspecteur des impôts que chez votre banquier. C'est un peu bizarre de dire ça et de le constater, mais c'est vrai. Et donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte de le dire, et même si maintenant on est dans le tout numérique, c'est tout à fait faisable. Et on vous écoutera parce qu'ils ont des consignes en ce sens, et qu'ils ne regardent pas, à l'inverse de votre banquier ou de votre assureur, un quelconque intérêt financier. Ils sont là pour l'intérêt général. Donc ça, je veux vraiment le souligner. Et les meilleurs partenaires des CARE sont nos institutions qui vraiment font preuve de... Elles sont très dispersées, le travailleur indépendant ne les connaît pas, et c'est en ce sens que nous aidons, que nous orchestrons les aides.
Mais ces aides, elles peuvent être trouvées, on peut en bénéficier. Voilà. C'est une conclusion peut-être un peu citoyenne, mais et qui fait du bien, très réaliste. Alors justement, c'est vrai qu'on était parti en se disant oh là là, ça va peut-être être une conférence un peu angoissante, etc. Finalement, on voit qu'il existe de nombreux systèmes de solutions. Alors, en s'appuyant bien évidemment sur les CARE, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que les gens ont tous des situations personnelles très différentes, mais on a vu que le maillage CARE permettait de pouvoir répondre à proximité ou d'être mis en relation avec à proximité. Donc, n'hésitez pas, que nos institutions étaient là aussi pour soit nous protéger, comme vous l'avez dit, mettre sous protection notre société. Et d'ailleurs, on avait Isabelle qui nous disait qu'elle en avait fait l'expérience et qu'elle avait été soutenue par l'URSSAF. Donc, voilà. Donc, il existe des solutions. Il faut anticiper, si je résume aussi. Et le replay va être à disposition sur les pages YouTube de Dis-moi Santé et de Patients en réseau. Et il me reste donc à remercier infiniment nos 3 oratrices de ce soir et à souhaiter une excellente soirée à tout le monde. Et rendez-vous très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Laure, et merci à Dis-moi Santé, à Patients en réseau, toujours important. Et l'union fait la force, ne l'oublions pas. C'est vrai. Et merci pour vos sourires. Merci beaucoup.